Bonjour, je m'appelle Aurélien Mabila, je suis designer indépendant, artiste et enseignant. Dans ma pratique de transmission, je remarque que la créativité de mes étudiants est extrêmement bridée par leur volonté de bien faire. C'est bien de vouloir bien faire, alors pourquoi est-ce un obstacle à la créativité? Mes étudiantes et mes étudiants ont souvent en tête une idée précise, parfaite, de la forme finale qu'ils pensent être attendue d'eux. Dans cette perspective, ils essayent tout de suite de bricoler quelque chose qui y ressemble. Le résultat d'une telle méthode est malheureusement à la fois attendu et bancal. Dans cette perspective orientée par le but, si l'on veut faire apparaître une fleur, on va mettre en place un carcan sur mesure, un échafaudage qui va précisément à la hauteur voulue, et puis on essaiera de le remplir avec ce qui ressemble le plus à une fleur. Par opposition, j'aimerais vous proposer de préparer la terre, de la nourrir, d'y planter une graine, de l'arroser, de prendre soin de la plante, d'adapter votre soin à chaque étape de son développement, pour ensuite profiter d'être le témoin comblé de la floraison créative. Pour que la créativité ait lieu, sa forme finale ne peut pas et ne doit pas être attendue d'avance. La créativité consiste plutôt à l'installation d'un terreau fertile, d'où les idées jailliront ensuite naturellement. Alors, comment est-ce que l'on installe un terreau fertile? Moi, j'adore cette phrase de Nietzsche. Il faut porter du chaos en soi pour accoucher d'une étoile dansante. Mais pour vous, c'est quoi ce chaos? Tout projet créatif commence par des recherches. On s'entoure de l'univers contextuel du projet. On rassemble des projets du même type. Cela permet d'adopter une posture de réceptivité. On ne se place pas en démiurge qui attend d'accoucher, mais on s'ouvre et on se rend réceptif aux qualités qui émergent de ce que l'on découvre. Cela permet de découvrir la qualité vivante de la créativité. Quand on commence un processus d'idéation, on va commencer par un brainstorming. On étale d'abord généreusement et intuitivement notre inspiration. Un brainstorming doit être libre de toute forme d'autocensure. On met tout sur la table, sans jugement. Alors attention, là c'est très important. À cette étape, on doit être persuadé que l'autocensure va venir. On ne nie surtout pas son existence en croyant que l'on va foncer tête baissée dans le grand bain créatif. Au contraire, on attend même l'autocensure de pied ferme et on coupe ses racines dès qu'elle pointe le bout de son nez, en écrivant noir sur blanc cette idée bizarre que notre autocenseur voulait nous faire ravaler. Là, on commence à être vraiment familier avec la qualité vivante de la créativité. On voit le jeu en œuvre quand les idées se manifestent d'elles-mêmes et que l'on essaye activement de les étouffer. Voir ce jeu et sa qualité absurde rend l'exercice créatif assez drôle. C'est bon signe et ça ouvre un vrai espace, un espace joyeux. Dans la masse des idées que l'on a laissées sortir, on va ensuite distinguer des idées qui nous appellent d'elles-mêmes, qui frétillent d'impatience sur leur papier. On va alors accorder du temps et de l'attention à ces idées. On va regarder ce qu'elles ont dans le ventre, pas du tout avec la pensée, mais en continuant à griffonner et à maqueter. Ainsi, on devient vraiment familier avec la qualité germante du travail imparfait. Quand on va travailler par itération, on va devoir interroger très rapidement beaucoup d'idées. Donc il serait bon d'être encore plus familier avec cette autocensure et ce qui la provoque. Pourquoi est-ce que l'on empêche nos idées novatrices de sortir? La méthodologie obsédée par le résultat pose deux problèmes. Tout d'abord, donc on a vu, ça aboutit vraiment à un résultat classique et fragile. Ensuite, et c'est encore plus grave et plus répandu, c'est le blocage créatif. Au début de mes études en design, j'avais tellement peur que l'on voie mon travail en cours, imparfait, que je faisais tout pour que l'on ne voie pas mon écran. Comme il était évidemment difficile à cacher, en public, je ne faisais rien, je ne travaillais pas. C'était la meilleure façon pour que personne ne voie mon travail imparfait, pourtant bien vivant et en pleine gestation. Crispé sur la réalisation d'un résultat parfait,
Je ne faisais rien en début de projet parce que je savais que cela serait faible, chaotique en chantier et ça n'était pas du tout en adéquation avec l'image que je me faisais du résultat final. Alors je m'auto-censurais et rien ne sortait. Vouloir bien faire empêche littéralement de faire. Alors pourquoi est-ce qu'on empêche nos idées créatives de sortir? Nous sommes très marqués par la peur que les idées que l'on offre à voir nous définissent. Dans cette perspective, montrer une idée en chantier qui expose ses failles nous expose nous aussi dans toute notre imperfection. C'est ça qui me terrorisait, que l'on se rende compte que j'étais un être humain. On a souvent peur que la créativité nous amène, et parfois en public, sur un terrain que l'on ne peut pas contrôler. Bon, on a bien raison, c'est exactement ce qu'elle fait. Mais c'est pas grave, c'est une bonne nouvelle. Si la peur est là, c'est que le terrain est nouveau et que la créativité est encore à l'œuvre. Cependant, ne pas laisser nos idées créatives nous définir permet de nous ouvrir vraiment un tout autre rapport avec elles. Revenons à notre brainstorming décomplexé et libre d'autocensure. Ce qui en résulte est une richesse non familière. C'est un gage d'originalité. Une idée est créative parce que je ne la connaissais pas d'avance. Ce rapport de non-familiarité a un magnifique avantage. On n'aurait presque pas l'idée d'en réclamer la paternité ou la maternité. Cependant, accorder son indépendance à la création permet vraiment d'avoir un tout autre rapport avec elle. On a reconnu qu'on n'a pas besoin de se crisper. Vraiment, on développe un rapport sain et direct aux difficultés qui apparaissent. On est ouvert et on voit les idées qui émergent d'elles-mêmes. Se désidentifier de ces idées créatives permet d'adopter une confiance qui n'est plus une confiance en soi. Le doute qui reste est souvent: est-ce que les idées avec lesquelles je travaille, que j'ai laissées sortir, sont vraiment des graines qui vont pouvoir germer? Mais dans le processus créatif, la confiance provient de la certitude sereine qu'absolument tout est une graine. Tout est une graine pourvu qu'on l'arrose d'attention et d'énergie, pour ainsi dire de travail. C'est ce que l'on découvre en se familiarisant avec la qualité vivante de la créativité. On n'est plus en train de se crisper sur ce qu'on en a déjà, mais on s'ouvre et la confiance se manifeste réellement d'elle-même. Mais alors la peur, on s'en est toujours pas vraiment débarrassé? Ben non, la créativité, c'est le courage de faire advenir l'inattendu, de jouer avec le chaos pour faire advenir la nouveauté. Quand je suis créatif, je ne me débarrasse pas de la peur, j'accepte qu'elle soit là et je rentre en amitié avec elle. J'arrête d'avoir peur de la peur. J'ai une relation vivante et ouverte avec elle. Pour moi, ça a tout changé. En plus de pouvoir laisser voir mon écran et mes recherches, je peux parler de mes inquiétudes. Et en plus de recevoir du soutien, je reçois de nouvelles idées. Vous voyez, c'est tout bénef. Courage se disait cœurage. Il s'agit bien de rencontrer son cœur et ce qu'il a à nous dire, et non de le mettre de côté ou de le mater. Le cœur donne de la force, de l'allant, l'envie de jouer avec l'inconnu, d'y plonger joyeusement. On en a tellement besoin, on ne peut littéralement pas s'en passer. Bon alors, ça sent pas un peu le bazar tout ça quand même? On ne va rien contrôler et on va laisser être le chaos? Si l'on ne va pas contrôler, on va développer de la maîtrise. Oh là là, on va beaucoup plus s'amuser et ça sera beaucoup moins crispant. Oui, on va laisser être, mais pour en assurer le bon développement, on va s'accorder à ce qui est. Alors, comment on va s'accorder vraiment à la nouveauté dans le chaos? On y va au nez? Exactement, à l'intuition. De l'intuition, nous avons souvent une idée mécanique et passive qui équivaudrait à posséder une sorte de radar qui nous dirait où aller. Comme si j'avais la parfaite baguette de sourcier, le parfait pendule magique, que je pourrais suivre enfin les yeux fermés. Parce que l'on est d'accord, dans un monde complexe et changeant, c'est complètement vertigineux de se demander qui a-t-il autour de moi qui me parle? Qu'est-ce qui m'appelle? J'aimerais être sûr et certain de ce qui est bon pour moi. En général, on voit que tout nous appelle en même temps, ou que tout nous repousse dans un même mouvement de peur du mauvais choix, de s'enfermer dans une voie qui ne serait pas la nôtre, pas parfaite. Alors on veut être certain. Cet espoir d'être enfin certain est
absolument illusoire et profondément violent. En effet, qu'est-ce qu'une vie où plus rien d'imprévu ne peut plus arriver? Ça ressemble tout de même beaucoup à la mort, vous ne trouvez pas? Heureusement, de la véritable confiance en la vie naît un rapport beaucoup plus sain à son intuition. Mes étudiants pensent que la question de leur intuition, de ce qui les appelle, est restreint au champ du design, que je veux savoir quel est leur designer favori ou leur typographie ou leur interface préférée. Mais maintenant qu'ils sont dans le bain, l'intérêt de mes étudiants pour le design en tant que discipline fermée n'est plus du tout importante. Ce qui t'intéresse en ce moment, c'est la stratégie du football, l'archéologie, les plantes médicinales. Ok, très bien. Alors vas-y, fonce dedans. Va y chercher de l'énergie. Je dis à mes étudiants, choisissez un axe qui correspond à ce que vous aimez en ce moment. Ne vous justifiez pas. Offrez-moi ce qui vous anime le plus. Étalez-le sur la table. Coupez-le en morceaux. Faites-en votre matière première, votre carburant. En général, c'est très personnel. Ça leur vient de leur histoire familiale, de leur culture, de la spiritualité de leurs ancêtres, du métier de leurs voisins. Cette intuition du moment, il doit être tellement précis, c'est un vecteur, ça doit être précis, solide et précis comme un diamant. Cette intuition du moment ne vous définit en rien, elle ne vous engage en rien. Vous pouvez en changer demain radicalement si vous le souhaitez, mais demain, vous choisirez un nouvel axe précis, un vecteur si serré que vous pourrez de nouveau y déployer toute votre énergie. Ce que je veux vous dire, c'est que dans chaque projet, il y a un vrai moyen personnel de se relier à la situation, de se faire vraiment plaisir. Et ça, vous le savez, que c'est lorsque l'on se fait plaisir que l'on est créatif. D'ailleurs, ça c'est intéressant. Si ce qui est créatif est non familier, pourquoi est-ce que l'intuition donne l'impression de toucher quelque chose de proche, qui nous fait du bien, comme si on avait touché quelque chose que l'on cherchait? Parce que l'ouverture nous rafraîchit naturellement en offrant de l'espace à l'action et à la pensée. Le processus intuitif touche l'ouvert, ce que l'on ne contrôle pas. Il offre le délice de la non-crispation, de la dessaisie. Dans l'ouvert, on se retrouve soi-même, ce soi indéfini et libre qui peut tout incarner. On se retrouve alors joyeux, joueur et courageux. Parce que l'on est libre, l'intuition est donc à la fois une rencontre de l'intime et une invitation au grand saut dans l'inconnu. Alors pour être puissamment et sereinement créatif, on va donc utiliser la confiance en notre intuition pour établir un champ d'action précis et la force du cœur pour y déployer de l'énergie. Mais comment garder la force nécessaire pour continuer à travailler si la direction change au fur et à mesure des difficultés et des obstacles? On a peur que ce soit tout le temps fatigant de devoir tout le temps s'adapter, de se retrouver à nouveau débutant, alors que l'on vient à peine de maîtriser quelque chose. On a souvent peur de s'épuiser en s'adaptant, parce que l'on associe l'adaptation à une posture passive qui obéirait à des injonctions extérieures. Heureusement, la souplesse n'est pas se transformer douloureusement en permanence, mais se reconnaître ouvert et pouvoir ainsi s'étendre dans toutes les directions et toutes les situations. La souplesse est une posture de réceptivité qui a dépassé un antagonisme actif-passif, crispé et territorial. À la place d'un territoire à défendre, j'aimerais vous offrir de reconnaître votre zone de confort. Elle n'est pas à la mode, on vous demande en permanence d'en sortir. Elle est l'image d'une faiblesse, d'une lâcheté qui ne va pas affronter le monde. Alors premièrement, laissez le monde tranquille. Ensuite, quelle violence que de demander à quelqu'un de sortir de sa zone de confort. C'est grâce à la reconnaissance de cet espace familier que l'on peut engager un mouvement courageux vers le non-familier. J'ai appris quelque chose lorsque j'ai demandé à John Ellis, grand physicien théoricien au CERN, il a une médaille d'Irak, qu'il commente mes dessins. À ma grande surprise, il les a décrits comme si c'était des images issues d'un microscope électronique. Pas une seule fois, il ne m'a parlé de dessin. Il n'est pas du tout venu sur mon terrain, mais il était là, en face de moi, m'exprimant sa façon de voir le monde. Les zones de confort s'entremêlent fort bien et font les collaborations fructueuses. En étant pleinement lui-même, il sort de son bureau,
Il s'ouvre à d'autres disciplines, d'autres perspectives, et y apporte ce qui fait sa singularité propre. Pourquoi sortirais-je de ma zone de confort? Elle n'est pas fixe, elle m'enveloppe, je bouge avec, je vole avec. Et c'est depuis le familier que l'on va pouvoir s'ouvrir au non familier, que l'on va pouvoir apporter dans le monde ce qui fait notre singularité. Quand nous développerons notre courage et notre souplesse, nous nous devrons de rester vigilants quand la demande d'adaptation provient de l'extérieur. C'est très différent. Il existe une violence qui normalise l'insécurité et empêche l'établissement d'une sérénité indispensable au travail bien fait. Votre intuition saura vous dire ce qui va dans le sens de la vie et de l'ouverture, et ce qui va au contraire dans le sens de plus de contrôle et d'exploitation. Votre intuition saura vous dire ce qui est inhumain et ce qui va au contraire dans le sens de la vie. Ne cherchons pas à être originaux, nous le sommes. Soyons joyeusement nous-mêmes. Ne cherchons pas à devenir créatifs, nous le sommes déjà. Allons à la rencontre de notre autocenseur et faisons-le rire. Merci.